et je vous remercie. Je vous remercie. On va passer aux questions. Merci pour cette communication. On sent l'expérience. Donc, on va passer aux questions. Il y a deux questions, les mêmes, Dr Nasser et Dr El Mzouer, qui te demandent est-ce que le dépistage de la maladie cœliaque chez le diabétique ne se fait qu'une seule fois ou doit-on le répéter si elle est négative la première fois? Non, il faut le répéter, il faut le répéter, il faut le répéter. Je l'ai dit, parce qu'on a fait des travaux, surtout pendant les 5 premières années. Un diabétique, il a plus de risque de développer une maladie cœliaque pendant les 5 premières années après le développement de son diabète. C'est pendant ces 5 premières années qu'il faut, je veux dire, peut-être vous demander sérologie tous les ans ou tous les 2 ans maximum. Il faut s'acharner. D'accord. Docteur Sendani te demande quelle est votre conduite à tenir devant une sérologie positive asymptomatique faite dans le cadre du dépistage. Si vous avez une sérologie qui est fortement positive, même si l'enfant est asymptomatique, là, ça pose problème de mettre l'enfant. Là, vous allez demander une biopsie. Très bien. Il faut demander une biopsie pour confirmer votre maladie. OK. D'accord? Pour savoir si l'enfant, qu'est-ce qu'il est en train de faire simplement une réaction immunologique ou là, il est arrivé au stade de vraiment de l'atrophie villositaire. Si vous trouvez une atrophie, il faut le mettre sous régime sans gluten. Notre ami Dr Marish te demande symptomatologie inhabituelle, sérologie positive. Quelle est la durée du régime sans gluten? Non, pour parler du régime sans gluten, il faut avoir le diagnostic. Est-ce que votre enfant il est cœliaque ou là il n'est pas cœliaque? C'est ça la première question. Donc, si vous avez une sérologie positive, je l'ai dit, il faut savoir le taux. Si le taux, quelle est les recommandations européennes? Si le taux il est supérieur à 10 fois, ils le prennent pour un cœliaque. Nous, dans notre contexte, vu les labos, on critique un peu les résultats, on préfère passer par la biopsie. Vous demandez une biopsie. Si vous avez une biopsie qui est positive, c'est un enfant qui est cœliaque, ça veut dire que c'est un cœliaque. Ça veut dire le régime, bien sûr, il est à vie. Hein. Le régime, il est à vie. Un spectateur anonyme te demande est-ce que les formes asymptomatiques et latentes présentent un risque de développement de lymphome? Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait ces travaux-là. Bien sûr, si c'est un cœliaque, même si c'est une forme latente, il a le risque de développer une maladie cœliaque. Il faut le surveiller, bien sûr, il faut le surveiller. Il peut développer un lymphome, il faut le surveiller. Parce que le seul facteur protecteur du lymphome dans la maladie cœliaque, c'est le régime sans gluten. D'accord. Il n'y a pas d'autre facteur. Peut-on avoir une clinique très évocatrice, une biopsie normale? J'ai pas entendu. En fait, car impossible. Que faire? Peut-on tomber sur un fragment intestinal sain? Est-ce que vous pouvez répéter? Je suis désolé, Dr Turki, vous pouvez répéter? Oui. C'est-à-dire, un enfant qui a une clinique très évocatrice. Oui. Dr Faïdi n'a pas pu faire de sérologie. Elle a fait une biopsie qui est revenue normale. Elle te demande, peut-on tomber sur un fragment sain à la biopsie? Oui. Oui, on peut tomber sur un fragment sain, bien sûr, on peut tomber sur un fragment sain, mais si vous avez une symptomatologie clinique qui est vraiment très évocatrice, je veux dire, là, l'intérêt de la sérologie, je veux dire, l'idéal, c'est de demander une sérologie, d'accord? Comme ça, si votre sérologie, elle est vraiment très évocatrice, vous êtes devant une maladie cœliaque, d'accord? Même si votre biopsie est normale. Docteur Lombarquia te demande quelle est la différence entre allergie au blé et maladie cœliaque. C'est pas la même chose. La maladie cœliaque, c'est pas une allergie, c'est une intolérance. L'allergie au blé, c'est une allergie. C'est comme les autres allergies. Je veux dire, vous prenez du blé, vous avez une symptomatologie clinique, vous demandez les IgE ou les IgG, vous trouvez élevés. Dans la maladie cœliaque, il n'y a pas les IgE qui sont élevés, il n'y a pas les IgG qui sont élevés. Donc, c'est une intolérance, ce n'est pas une allergie. Vous allez trouver une atrophie villositaire, d'accord? Vous avez la sérologie qui est positive. Vous demandez sérologie dans l'allergie au blé, elle n'est pas positive. Ce n'est pas le même mécanisme, ce n'est pas la même pathologie. C'est tout à fait différent. C'est deux entités différentes. Docteur Bichat, pourquoi ne pas demander d'emblée des anticorps antitransglutaminase type IgG pour le diagnostic? Ça, c'est les recommandations. Là, on suit les recommandations. Les anticorps antitransglutaminase type IgA sont plus sensibles et plus spécifiques par rapport aux anticorps antitransglutaminase de type IgG. Les IgA sont plus spécifiques. Parce que l'immunité dans la maladie cœliaque, il y a l'intervention de l'immunité muqueuse. C'est les types IgA, c'est les IgA. Sont plus spécifiques et plus par rapport aux IgG.
Mais si vous êtes devant un déficit en IGA, vous êtes obligé de rechercher autre type. D'accord, Dr. Turki? D'accord. Docteur Shkaron te demande, peut-on arrêter le régime après la puberté? Non, on n'arrête jamais le régime. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un diagnostic précis, clair et net. C'est ça le plus important. Si vous avez un diagnostic qui est correct, qui est bien fait, vous êtes obligé de garder le régime à vie. Ça veut dire que vous êtes sûr que vous êtes devant un enfant qui est cœliaque. Vous êtes obligé de garder le régime à vie. C'est ça. Après, pardon, Turquie, il y a ces malades chez qui on met ce régime sans preuve, on arrête le régime, on remet le régime. Là, on ne peut pas dire. Là, c'est. Je veux dire, toutes les recommandations, il faut être sûr dès le début. Vous êtes devant quoi? Un spectateur anonyme te demande, est-ce que l'association maladie cœliaque asthme a été décrite et association maladie cœliaque et DDB, dilatation des branches? Non, je veux dire, on trouve des études, mais ces maladies-là, ce n'est pas des maladies, je veux dire, auto-immunes. Ce n'est pas des maladies vraiment spécifiques à la maladie cœliaque. Non. Non. Peuvent être associées, mais dans toutes les études, c'est plus les maladies que j'ai dit. Ce n'est pas l'asthme, ce n'est pas la DDB. Docteur Houasnia te demande si un enfant présente un taux d'IgA antitransglutaminase élevé, plus de 100, mais la biopsie en faveur d'un stade 2, et la clinique est marquée par une douleur abdominale seulement. Est-ce qu'on entame le régime sans gluten à vie ou on refait la biopsie? Si vous êtes devant un enfant avec un labo à qui vous faites confiance, vous trouvez les anticorps antitransglutaminase supérieurs à 10 fois la normale, vous pouvez demander par exemple les anticorps anti-endomésium ou si c'est possible les anticorps anti-gliadine désaminés. Si vous trouvez qu'ils sont aussi positifs, c'est un cœliaque. Je vais poser la dernière question de Dr Haddad. Est-ce que l'épreuve de réintroduction est toujours de mise actuellement? Non. Il n'y a pas d'épreuve de réintroduction actuellement. Si l'enfant il est considéré comme cœliaque, le diagnostic est bien fait correctement, il reste au régime à vie. Sauf, bien sûr, si vous êtes de cas très litiges, vous n'êtes pas sûr, c'est un malade qui est venu, vous ne connaissez pas son passé, etc. Oui, vous n'êtes pas sûr à 100% du diagnostic. Vous pouvez faire une épreuve de réintroduction pour être sûr, vous, en tant que médecin. Mais si vous êtes sûr dès le début, etc., ce n'est pas la peine d'arrêter le régime sans. Merci beaucoup. S'il te plaît, il y a une dizaine ou quinzaine de questions que je n'ai pas pu te poser. Si tu peux répondre par écrit, très bien. Tu vas à l'icône Q et R et tu réponds. Il n'y a pas de problème. Je vais répondre à une question sur le corona, si vous permettez. Sûr. Donc, je vais arrêter les vidéos de mes amis. Et je vais partager la question qui m'a été posée. On parle beaucoup de corona actuellement. On parle avec nos familles, nos amis, nos patients, etc. On ne parle que de ça. Et on m'a posé une question. Qu'est-ce que doit-on faire chez un enfant suspect de corona ou dont les parents présentent le corona? Question très difficile, mais qui est pluriquotidienne dans les cabinets de pédiatrie. C'est-à-dire, le papa vient et il vous dit, j'ai une fièvre, une pharyngite, c'est sûrement le climatiseur, j'ai pris une douche, je suis sorti. Son enfant est malade, que dois-je faire? Donc, tout d'abord, voici le nombre d'enfants malades en Algérie. Vous voyez qu'inférieur à 1 an, c'est 0,1%. Entre 1 et 14 ans, c'est 1,9%. Donc, les enfants de moins de 14 ans, d'après les statistiques algériennes, c'est très rare. C'est moins de 2%. Et vous remarquerez dans cette plaque d'hier, elle a été publiée hier sur le site du ministère, non précisé 1746 cas. C'est-à-dire, dans 6% des cas, l'âge n'est pas précisé. C'est curieux, mais c'est comme ça. Je vais vous montrer des slides du groupe d'infectiologie pédiatrique français qui ont été publiés hier. Ils disent l'enfant, 5 000 à 10 000 fois moins de décès, 100 000 fois moins de formes graves qui arrivent à la réanimation, 100 fois moins d'hospitalisation, 10 fois moins de malades, 2 à 5 fois moins de pourcentage de PCR positifs en cas de suspicion de Covid et beaucoup moins contagieux.
Ils disent que la majorité des enfants infectés sont complètement asymptomatiques. On sait qu'ils sont atteints parce qu'on a fait une PCR autour d'un cas. Il y avait un cas dans la famille qui était positif. Ils ont fait une PCR pour tout le monde et ils ont trouvé des enfants infectés, mais qui étaient complètement asymptomatiques. Une portion importante est aussi symptomatique, ne justifiant ni consultation ni à l'hôpital. Une infime minorité a été hospitalisée, encore moins de réanimation, encore moins d'enfants décédés, sans pathologie sous-jacente et avec pathologie sous-jacente. Donc pour eux, c'est vraiment pas grave le Covid chez l'enfant. Il n'y a pas de signe spécifique, surtout la fièvre, une toux, une rhinorrhée, des sifflements, des diarrhées, des vomissements, une dysphagie, une éruption cutanée non spécifique et des troubles neurologiques. Et pour les signes spécifiques, plus spécifiques rencontrés chez l'adulte, ils sont plus rares avant 10 ans, la anosmie, la gueusie et la crocyanose. Quels sont les enfants qui ont été hospitalisés? Donc, 30 à 40% des femmes polysymptomatiques sont hospitalisées, surtout au début de l'épidémie où ils hospitalisaient facilement, ou chez les enfants de moins de 3 mois qui ont été hospitalisés avec fièvre. 30 à 40% étaient hospitalisés parce que assez malades, soit des formes pulmonaires, près de 50%, soit un syndrome de Kawasaki-like, plus 15%, soit une fièvre isolée dont lorsqu'ils ont fait la démarche diagnostique étiologique, ils ont trouvé le corona, soit des formes digestives, plus ou moins 15%. 10 à 20% avaient une pathologie sous-jacente grave, potentiellement aggravée par l'infection. C'est pour ça qu'ils ont été hospitalisés, 1% de décès. Pour les PCR et les sérologies, en cas de comptage, ils ont fait 8,3% étaient positifs. C'est-à-dire, la PCR était faite chez des enfants asymptomatiques et parce que dans l'entourage, il y avait le Covid. Donc, seuls 8,3% étaient positifs. S'il y avait une pathologie infectieuse sans contact, c'est-à-dire un enfant fébrile, mais il n'y avait pas de signes de rhinopharyngite ou d'autres, etc., simplement 1% étaient positifs. S'il y avait un contact plus pathologie infectieuse, 0% de positivité. Donc, la PCR n'est pas très indiquée chez l'enfant. La négativation est très importante. Et pour les sérologies, c'est la même chose. Il y a eu, en cas de comptage, que un était positif, à IgG positif, et IgM et IgG positif, un seul. Donc, la sérologie, comme la PCR, n'est pas très importante pour poser un diagnostic. Donc, pour moi, un enfant dont les parents sont Covid positifs, il faut les laisser avec les parents, avoir la bavette, essayer de ne pas transmettre, ne pas les envoyer chez l'oncle ou bien chez les grands-parents parce qu'ils sont potentiellement contagieux, mais ils sont rarement malades. Voilà, le professeur Boustara m'a promis de faire une intervention sur la COVID. C'est elle, avec son équipe de Canastel, qui a le plus d'expérience. Ils ont hospitalisé. Maintenant, ils hospitalisent moins, je crois, surtout parce que ils les suivent en hôpital du jour. Voilà, je vous remercie. On va faire un mot de fin. Je demande à tout le monde d'activer sa vidéo. Ces slides du groupe de pédiatrie infectieuse vont être mis sur le site si M. Banzalga est d'accord. Effectivement, je suis d'accord. Il faut qu'ils me les remettent, c'est tout. Hein. Je les D'accord, attends. on va les mettre soit aujourd'hui, soit demain. Et aussi, il faut dire qu'on va mettre tous ces enregistrements vidéo sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah, après un certain montage vidéo. Merci. Docteur Haddoud? Oui, je vous entends. D'accord. Donc, je vous remercie. Nous avons un record aujourd'hui. Vous étiez très nombreux. Merci beaucoup. Merci de nous encourager. Le fait de rester avec nous, c'est un encouragement. Aujourd'hui, je suis aussi content parce que nous avons permis à un résident en fin de cursus de nous présenter. C'est la pépinière de la SPO. Merci beaucoup.
Il y a eu beaucoup de questions. Donc, nous attendons vos encouragements sur notre adresse mail sociétépédiatrie@yahoo.fr. Nous attendons aussi vos commentaires sur le site spo-dz.com. On reprendra, Inch'Allah, en septembre. Dr Benzaga, tu as quelque chose à dire? Eid Mubarak ou Eid Saïd. Inch'Allah. Protégez-vous bien et revenez en bonne santé en septembre. Allah khair. À bientôt. Merci.